Alors la dernière fois, j'ai essayé de partir de la question qui nous intéresse tous, qu'on retrouve dans toute religion, je dirais, quelle qu'elle soit. C'est la question de l'espérance. Et pour aborder cette question, je suis parti de Dante, de la comédie, de la divine comédie de Dante. Dante a appelé ça la comédie, et ultérieurement au XVIIe, ça a été appelé la divine comédie. Et pour poser la question de ce qui est au cœur de l'humain, c'est comme ça qu'on l'appelle habituellement. Je crois qu'il faudrait plutôt, en ce qui nous concerne, parler avec Lacan, parler de l'être parlant. C'est ce que j'ai essayé de développer la dernière fois, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être attendu du fait que nous sommes radicalement comme ça. Il n'y a rien à comprendre, c'est comme ça. Nous sommes radicalement, en quelque sorte, fils du langage. Fils au sens où je ne différencie pas la différence sexuelle. Alors, à partir de là, c'est à partir de là que il est possible de reprendre les trois questions, notamment que Kant développe, que j'ai écrites au tableau là, quand il aborde l'importance de la raison pratique. La première, c'est que puis-je savoir? La deuxième, c'est que dois-je faire? Et la troisième, c'est que m'est-il permis d'espérer? Alors, que puis-je savoir? Lacan répond dans ce qui va s'appeler télévision, c'est-à-dire lorsqu'il est interrogé par son gendre, Jacques-Alain Miller, à la fin de l'année 1973, alors vous voyez que ça fait presque 40 ans, c'est pas récent, et que puis-je savoir? Eh bien, voilà. Ce qu'apporte le langage, c'est-à-dire la psychanalyse, c'est-à-dire le discours analytique, je crois qu'il vaut mieux parler de discours analytique que de psychanalyse, d'autant plus que maintenant ça devient un petit peu... ça a été tellement vulgarisé que on ne sait plus bien le comprendre. Quand on parle de discours analytique, là, ça change tout, parce que ça a été, le discours analytique, c'est quelque chose que Lacan a écrit avec des lettres, 4 lettres, c'est tout. Donc là, on est un peu plus perdu, on ne sait pas bien de quoi on parle. Bon, donc, que puis-je savoir? Alors la réponse que fait Lacan, c'est évident, c'est rien d'autre que ce qui concerne la structure du langage. Voilà. Rien d'autre que ce qui concerne la structure du langage. Que dois-je faire? Ben, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre de la mise en jeu du discours analytique. Ce qu'on essaie de faire ici aussi, pour le moment. Que dois-je faire? Et puis, la troisième, que m'est-il permis d'espérer? Alors là,
là, ça permet de préciser encore plus ce qui est en jeu, dans la mesure où il ne s'agit plus de se référer à un objet que l'on va espérer. Un objet au sens non seulement commun, mais philosophique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui a une certaine consistance. Hein? Puisque ce que peut permettre de toucher par le langage la dimension du discours analytique, c'est l'existence. Ex, ça veut dire en dehors, pas du tout quelque chose qui est là, hein, qui siste, quelque chose qui siste là, et qui est le fait que il y a, et donc il n'est pas impossible que surgisse, c'est un surgissement, ce qui est insaisissable et que Lacan appelle le réel, et le nomme le réel, à savoir l'inconscient. Donc, ce qui peut, que m'est-il permis d'espérer, doit être dialectisé, retourné, mais pas au sens d'un retournement à 180 degrés, hein, doit être trouvé par le fait que, du fait de la structure du langage, et le langage, vous voyez que là, c'est pas du tout ce qui sert à la communication, hein. C'est pas le langage tel qu'on l'utilise habituellement, hein. C'est très compliqué le langage, ça renvoie à la langue, c'est assez compliqué, hein. Bon. Et qui permet que soit trouvé le lieu d'où le sujet peut espérer quoi? Si c'est pas un objet. C'est pas du tout les lendemains qui chantent de la révolution, quelle qu'elle soit. Hein. Ça existe, mais enfin bon, c'est pas ça que l'on considère. Hein. Espérer que, mais justement, il y ait ce surgissement, ce jaillissement, qui survient comme un séisme, hein, un coup de tonnerre, soudainement, quand quelqu'un parle, ou quand il parle d'un rêve, ou quand il parle finalement, apparemment de n'importe quoi, c'est évidemment pas n'importe quoi. Il y a quelque chose qui vient traverser là ce qu'il est en train de dire, et qui est ce que l'on appelle, comme ça rapidement, mais vous voyez, dès qu'on met des mots, formation de l'inconscient, hein, des formations de l'inconscient. Dès qu'on met le mot formation, ça ne va plus parce que ça n'a pas de forme. Quelque chose qui tout à coup peut être entendu, bah, c'est ça, c'est là qu'est la fonction, non pas d'analyste, mais d'analysant, chez l'analyste comme chez celui qui parle, l'analysant, hein, participe présent, peut être trouver ce moment particulier où quelque chose d'un lieu le traverse, on va dire le trouve. Ce que j'ai essayé de dire la dernière fois, c'est que ça, je me suis référé à un texte de Freud qui avait été beaucoup censuré, hein, parce que ça faisait partie de trois remarques, dont l'une d'elles concernait la psychanalyse et la télépathie. Alors, les psychanalystes, qui sont comme tout le monde, qui sont des censeurs, il ne faut pas croire, n'ont pas voulu le mettre, ce morceau, c'est-à-dire de dire, parle du rêve, et n'avait pas voulu le mettre comme ça à la suite de la science des rêves dans les rééditions de la science des rêves.
La première édition apparaît en 1900. Et dans ce texte, ce qui apparaît, et là je suis Lacan dans le séminaire des noms du Père, c'est les mêmes années avec télévision, hein, c'est 1972-73, relève un seul mot, hein, je vais le réécrire, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est un mot allemand évidemment, Lust, Gewinn. Alors Gewinn, ça veut dire un gain, c'est gagner, hein, c'est un participe passé, ça veut dire gagner, hein, un gain de, alors Lust en allemand c'est compliqué, on va dire un gain de plaisir, parce qu'on ne sait pas comment dire, mais c'est pas évidemment ça qui est en jeu dans la traduction française. Lacan parle de ce que lui il a appelé le gain de jouissance. Alors le gain de jouissance, c'est pas le mot jouissance évidemment au sens du plaisir tel qu'on en parle habituellement. Là on voit bien la richesse de la langue, c'est quelque chose qui souille, ouïr, jouir, hein, qui souille. Et on revient au fait qu'à un moment, quand je parle, ou si quelqu'un parle, et je suis là en position de bon entendeur, soudainement, effectivement, je vais ouïr de travers quelque chose. De travers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas ouïr le sens habituel. Je vais ouïr l'effet que quelque chose a trouvé une résonance dans l'être parlant que je suis, dont je ne peux absolument pas dire ce qu'elle signifie, puisqu'elle est hors sens. Et à ce moment-là, il est possible de supposer, et j'y vais avec prudence, hein, il est possible de supposer que ce qui a été à ce moment-là, oui, de travers, hein, c'est-à-dire ce qui est la structure du langage. Hein. La structure, c'est les effets du langage, tels qu'ils peuvent être constatés, énoncés chez l'être parlant. Donc, ce qui est à ce moment-là, oui, c'est le fait qu'il y a quelque chose, alors j'insiste à nouveau, d'insaisissable, qui, alors comment l'appeler, c'est une vraie question, comment le nommer, puisque c'est pas nommable, qui, moi je l'appellerais un peu comme ça, Lacan l'a appelé l'objectita, notamment, parce qu'il appelle le plus de jouir, avec toute l'ambiguïté du plus de jouir ou du plus de jouir, parce que ça s'écrit pareil. Ça dépend comment on le dit. Hein. Oui, le plus et le plus, c'est toujours très ambigu. On ne va pas trouver la même ambiguïté en allemand, par exemple. Hein. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes mots. Hein. Donc le plus de jouir, ben, Lacan il parle dans sa langue. Hein. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué pour ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas parfaitement la langue française, notamment pour ceux pour qui la langue française n'est pas leur langue, je dirais, originelle, hein, de lire Lacan. Eh bien, ce quelque chose qui peut s'entendre, par hasard, par fortune, la fortuna qu'on trouve dans la langue latine, hein, quelque chose qui peut s'entendre, correspond au fait que quelque chose de nouveau est apparu, et que du coup, à partir de là, plus rien n'est comme avant. Ça ne veut pas dire qu'il y a un grand changement dans la vie de quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose qui fait interprétation, c'est ça. Et vous voyez que l'interprète, ben, c'est surtout pas une personne qui sait déjà quelque chose et qui délivre la traduction de ce qui a été dit, hein, c'est pas ça. Dans le discours analytique, hein, on se base bien là-dessus. Hein. Je ne parle pas du discours psychologique. C'est autre chose. L'interprète, c'est ce qui et qui.
sujet de l'inconscient. Le sujet de l'inconscient, c'est l'interprète. Le sujet de l'inconscient, à ce moment-là, c'est, on pourrait dire, interprété. On ne peut pas arriver à concevoir ce qui est en jeu. Alors, ça suppose évidemment que toute la dimension habituelle de la pensée, dont on a bien besoin évidemment, hein, pour au moins se repérer dans toutes sortes de choses, la dimension habituelle de la pensée n'a pas été utilisée pourquoi? Dans ce texte de Freud, il explique qu'il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau, il y a un mot allemand qui va bien, c'est le mot Hand. Hand, ça veut dire la main. Hein, prendre en main, c'est-à-dire quoi? Manipuler. Pour manipuler, pour séduire, pour bricoler quelque chose avec les mots. Les mots, ils sont bricolés par notre pensée. Hein. On les associe, on les met d'une certaine façon. C'est la différence entre le penseur habituel et le poète. Le poète, c'est celui qui est mangé par les mots. C'est pas pareil, c'est les mots qui le mangent. Alors que le penseur, que nous sommes tous, hein, on peut tous être aussi poètes, mais enfin, ça c'est déjà autre chose. Hein. Eh bien, le penseur, lui, il pense qu'il peut manger les mots, puis les donner à manger aux autres. Et derrière tout ça, vous avez la nourriture, la nourriture, la nourrice, c'est-à-dire quelque part la voix maternelle. La voix maternelle, mais la voix maternelle, c'est pas ça non plus, évidemment. Alors, je mettais en correspondance par rapport à, parce que le titre du séminaire cette année, j'ai proposé la voix naturelle. Je mettais en opposition, en sachant que l'opposition c'est plus une position que deux termes qui vont s'affronter, hein, c'est pas ça. Je mettais en opposition, parce que ça m'est venu en parlant comme ça, la façon dont Paul de Tarse un jour, là, en se rendant, vous savez, on appelle ça le chemin de Damas, là, a entendu une voix. Une voix, hein, c'est pas de cette voix-là dont on parle quand il s'agit de l'inconscient. Hein. Il a entendu une voix, alors c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais ça l'a retourné, lui. Il a eu cette conversion, il est passé de. Il a fait un mouvement de 180 degrés, il est passé de persécuteur des chrétiens en persécuté, puisque les autres vont le persécuter. Après, donc, il sera arrêté, etc., jugé, il se débrouillera, finira. Bon, bref. Et puis en plus, il va être considéré par ceux qui laissent, je dirais, à leur espérance, les juifs, hein. Les juifs, bien sûr, les juifs, il est romain, il connaît le grec, il connaît, de par sa culture, il a été comme il le dit lui-même, hein, au pied de Gamaliel. C'est pas n'importe qui Gamaliel, hein, c'était une grande personnalité, hein, pour transmettre le judaïsme, etc. Bon, donc il connaît très bien tout ça, et à ce moment il va, en quelque sorte, traduire autrement le message du judaïsme, c'est-à-dire que les juifs vont le considérer comme un traduire, et vous voyez le mot arriver, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. D'ailleurs, c'est le latin. Tradere, ça veut dire traduire, ça veut dire trahir. On n'est pas loin. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les mots comme ça, vraiment. Mais on peut être un jour piqué par un mot comme ça. Et hop, ça part. Ça part dans une direction qu'on n'aurait jamais pu évidemment penser avant. C'est ça le lieu d'où il est possible d'espérer que surgisse quelque chose de ce lieu-là. Alors, évidemment, ce que j'ai fait la dernière fois, là, hein, laissez toute espérance, vous qui entrez, hein, lasciate ogni speranza, hein, voi qui entrate. C'est ça qui est écrit dans la comédie, la Divine Comédie de Dante, hein. Et si mes souvenirs sont bons, je crois même qu'il y a même un procédé
procédé poétique qui fait que c'est la porte elle-même qui parle, écrit sur le fronton de la porte, mais c'est aussi la porte qui s'adresse à ceux qui arrivent. Et évidemment, on est tous plus ou moins empreints par une culture judéo-chrétienne, et on n'a pas du tout, on nous a traduit ça autrement, évidemment. Hein. On nous a parlé de l'enfer autrement. Mais vous voyez bien quand même que et l'enfer, c'est peut-être pas ça du tout, parce que à nouveau la langue, là, je fais, c'est un peu facile ce que je veux dire. Vous voyez, entre l'enfer et le transfert, on peut dire transenfer, on peut dire que qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Parce que le transfert aussi, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Quand on est passé par certains moments dans le transfert, c'était très douloureux. Hein. C'est pas quelque chose comme ça qu'on peut. C'est pas un amortissement de transfert, hein. C'est plutôt quelque chose qui nous embarque quelque part. Hein. Et c'est surtout pas, dans le discours analytique, ce qu'on appelle en psychologie, c'est transférer sur la psychanalyse des sentiments qui ont eu lieu autrefois, etc. Ça, c'est la projection pure et simple. Pas besoin de mettre le mot transfert. Hein. Et dans le mot transfert, hein, Freud, ça vient de l'allemand, Durcharbeiten, hein. C'est un travail, Arbeiten, c'est le travail. Hein. Et Durch, c'est quelque chose qui traverse. Durch, hein, c'est pas du tout, c'est le mot trans, mais au sens de traverser, hein, pas au sens de projeter. Bon. Voilà un peu le point de départ. Donc, et si l'enfer, en quelque sorte, ce qu'on nous a seriné, nous a cassé les oreilles, rabattu les oreilles avec cette histoire-là, hein, quelles que soient nos références religieuses, hein, pas question, il faut surtout éviter ce truc-là parce que c'est la damnation éternelle, etc. Et si l'enfer c'était justement autre chose, par exemple tel qu'en parlent ils ne parlent pas comme ça évidemment, les Grecs enfin dans la langue grecque et dans les mythes grecs et dans les mythes et aussi chez les Romains, chez les Latins, c'est tout à fait autre chose. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce monde particulier, un monde souterrain, tout à fait particulier, hein, où, par exemple, on ne peut pas ne pas remarquer ça, où là on arrive à ce qui était considéré chez les Grecs comme un moment extraordinaire dans la vie d'un Grec, ce moment d'initiation qui avait lieu, par exemple, dans lequel les mystères, par le biais des mystères, c'est notamment Éleusis. Hein, vous êtes peut-être allé, c'est à 40 km d'Athènes, ce qui reste maintenant sur une zone industrielle à peu près, et puis quelques vestiges, mais on sent bien qu'il y a une présence particulière à cet endroit-là, Éleusis. Ceux qui sont passés par ces moments-là, et tous les on va dire, les acteurs des périodes importantes de la civilisation grecque ont été initiés. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose que tout ce qui peut exister dans toutes les techniques qu'on peut avoir actuellement qui visent à essayer de trouver quelque chose d'autre. Je crois qu'on n'est pas capable on n'est pas capable de prendre la mesure, parce que nous, on est issus des Lumières. Hein. Là, à Dante, on est au Moyen-Âge, on est avant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu la pression de la pensée qui va venir organiser rationnellement. Il n'y a pas à dire du mal de la pensée, c'est pas du tout ça, hein, ça a permis à toute la dimension scientifique de s'organiser. Hein. Mais il faut savoir que dès qu'on organise le savoir, et dans le savoir, c'est le voir, hein, l'observation, je le disais la dernière fois, hein, c'est ce qu'on peut voir. On pense ce qu'on peut voir. Hein, et voir, c'est pas spécial, c'est pas uniquement d'optique. Hein, c'est ce qu'il en est du stade du miroir, hein, dont Lacan va parler que c'est une aliénation, le stade du miroir, mais c'est une aliénation nécessaire. Nécessaire. On ne peut pas faire autrement. Si on n'est pas passé par là, on ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Bon, le problème, c'est après d'arriver, cette aliénation, à la mettre, alors, Durcharbeiten, au travail. C'est ça qu'on fait à travers le fait de parler, c'est-à-dire à travers toutes les structures de la pensée qui vont s'élaborer autour des mots, hein, autour des significations.
mais en sachant que ce n'est pas les significations qui vont être entendues, il faut passer par les significations, par les histoires, par tout ce qui nous est arrivé. Il faut bien qu'on passe par là, mais ce qui est espéré, attendu, c'est autre chose. C'est que quelque chose d'autre nous trouve. Ce qui fait que, du coup, je crois que je vous ai dit ça la dernière fois, je ne sais pas si je l'ai dit pendant le séminaire ou après, dans l'échange qu'on a eu, ce qui fait que la question, c'est pas de faire de sa vie une œuvre d'art. Ce que tout le monde pense, ça c'est le summum, quoi. Ça c'est l'espoir. Hein. Ça c'est des lendemains qui chantent. Hein. C'est que la vie fasse quelque chose de nous. Alors là, vous voyez, c'est le mystère, parce que, et là c'est ça les mystères, hein. L'initiation des Grecs. Hein. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie. Évidemment, on a peur, on va dire, on a dit la perdre. On a peur de la mort, on ne sait pas ce que c'est que la mort, ou pas, évidemment. Sauf des représentations, des pensées. Et dire que c'est la vie, il faut un jour, en 1929, quand Freud a 75 ans, une femme, c'est pas une bonne femme, hein. C'est pas n'importe qui, c'est le monde de la Salomé, hein. Elle en a connu celle-là dans sa vie, des hommes, des Nietzsche et compagnie, etc. Hein. Bon. Lou, hein, comme on l'appelle, qui est à moitié aveugle à ce moment-là, elle est encore vivante, mais vous savez qu'elle va finir sa vie en étant aveugle, hein, donc quelqu'un qui va venir lui lire des choses, elle peut encore dicter, elle peut encore dire des choses, mais elle ne peut plus lire, hein, qui doit être assez terrible. Eh bien, pour l'anniversaire de Freud, c'est ça qu'il va dire à Freud. Il va lui dire que ce n'est pas nous qui faisons de notre vie une œuvre d'art. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle lui dit que elle le dit, elle a trouvé ça, mais comme je suis en train de vous le dire, c'est quelque chose qu'il a trouvé elle, lorsqu'elle a rencontré Freud en 1913. Qu'elle a décidé de venir le voir régulièrement, parce que ça se passait comme ça à ce moment-là, chez lui, où elle était hébergée aussi, enfin bon, c'était comme ça à ce moment-là, pour des moments particuliers pour sa psychanalyse. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a dit des choses très intéressantes, et Freud ne s'est jamais beaucoup référé à elle. Il s'est référé, au contraire, à d'autres psychanalystes femmes qui sont beaucoup plus compréhensibles, parce que Freud, il avait besoin de la compréhension, il avait besoin de la France, la science. La France, pourquoi pas, la franche, peut-être, je ne sais pas ce qui m'a traversé, mais il y a quelque chose qui est sorti là. Il avait besoin de quelque chose là. Et le rêve de Freud, c'était d'être professeur. Il voulait être reconnu. Et d'autant plus qu'il était seul hein, dans ses avancées. Donc c'est vrai qu'il a tout fait pour ça. Il a dit beaucoup de choses. Ça veut dire aussi que lire Freud, c'est assez facile, on comprend, mais du coup, on est aliéné, c'est-à-dire qu'on comprend. Donc on a compris, on n'a plus rien à dire. Alors là, vous voyez, tout ce qui peut se passer dans les années qui vont avoir lieu, puis dans les années qui viennent d'avoir lieu, sur les critiques de Freud, évidemment, parce qu'on le comprend. Alors, par contre, Lacan, alors là, on ne peut pas critiquer ce que développe Lacan, parce qu'on ne comprend rien. Là, c'est autre chose, on ne comprend rien. Bon. Et pourtant, Dieu sait si c'est riche, hein. C'est ça le truc. Hein. Parce que Lacan, il n'arrête pas de faire du filage, il file en permanence, il tisse quelque chose en parlant. Hein. Dans la mesure où, c'est ce qu'il a d'ailleurs, ce qu'il a piqué un jour, pour savoir ce qu'il va appeler le nœud borroméen, et il va essayer d'avancer en ayant cette référence qu'est le nœud borroméen. Moi, j'essaie de vous parler à partir d'une autre référence, qui est le fait qu'un jour, je sais où ça a eu lieu, mais je ne sais plus exactement la date précise, là, j'ai entendu quelque chose, effectivement, je vous l'ai déjà dit ça, qui est quelque chose qui m'a trouvé, je ne sais pas ce que je dis en disant ça, je ne sais pas ce que je veux dire, hein, au moment où, dans le final du Don Giovanni de Mozart, un chanteur, je ne sais même pas qui c'est, mais c'est même pas le problème, hein, une voix, on va dire, a chanté le A qui correspondait à la découverte du trou, alors justement du trou de l'enfer, dans lequel tombe Don Juan. Mais
Alors là, on peut faire un roman autour de ça, mais c'est pas ça c'est pas ça qui compte. Hein. Bien. Alors, je vais dire un mot sur, je pense, là, sur, oui, ça tourne, hein, sur le fait que ce que j'essaie, moi, je pense, c'est qu'à le dire, et donc j'essuie, hein, c'est ça, hein, sur ce qui peut, mais peu s'en faut, il y a le mot, les mots, peu s'en faut que ça n'arrive pas, hein. Peu s'en fallu que ça n'ait pas lieu. Hein. Ça se joue à 3 fois rien, cette affaire-là. Hein. La vie, ça se joue à 3 fois rien. De Luz-Gevin, tout à l'heure, hein, on parle, hein, puisque c'est insaisissable. Hein. Eh bien, ce qui m'a conduit à ce quelque chose qui est en jeu, alors, chez l'être parlant, c'est pas chez l'animal, même si les oiseaux chantent des choses extraordinaires, je pense qu'ils ne passent ça chez l'animal. Pourquoi? Parce que l'animal, quel qu'il soit, hein, n'est pas habité par le langage. Voilà, c'est rien que pour ça. Donc, la voix humaine, quand elle parle, mais alors, surtout, quand elle chante, la voix humaine peut, et c'est vraiment quelque chose de peu, hein, c'est pas quelque chose d'important, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'entend, à entendre du côté d'être tendu vers, tendu en quelque chose, en direction de l'autre, hein, entendre. C'est pas écouter, hein. Écouter, ça écouter, c'est autre chose. Hein. C'est comprendre, c'est pas pareil. Hein. Entendre, c'est déjà dans ce moment particulier où quelque chose déraille, sort des rails, hein, et quand ça peut avoir lieu, alors on n'est pas dans la position de Paul de Tarse, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a entendu. On ne peut pas dire ce qu'on a entendu. On a entendu quelque chose. Hein. Paul, lui, il savait ce qu'il avait entendu. Hein. Vous savez la phrase, hein. Pourquoi me persécutes-tu? Voilà. Bon. C'est pas du tout ça dont on parle là. Donc, la voix de l'inconscient, c'est le titre du séminaire. Moi, j'irais jusqu'à dire que la voix de l'inconscient n'existe pas. Hein? C'est un rêve. Mais par contre, une voix de l'inconscient, ça existe. C'est comme, et là je reprends effectivement la différence que fait Lacan entre la femme n'existe pas et le fait qu'une femme peut exister. Ça, c'est autre chose. Et quand on parle d'une femme, on n'est pas dans la différence sexuelle anatomique telle qu'on n'arrête pas de la dire, hein, et dont il y aura des choses à dire, mais enfin bon, c'est pas là, je suis du côté du langage. Hein. Donc, il y aurait, il se pourrait, il pourrait, il se peut, peu s'en faut, qu'un jour, par bonne heure, en vieux français, en français ancien, BON-heure, H-E-U-R. Heure, écrivez-le comme vous voulez, H-E-U-R, la fortune, ou même H-E-U-R-T, comme on voudra. Hein. Par bonne heure, quelque chose dans la voix, alors on a la voix parlée, hein, c'est des lapsus, on les lapsus lingués, hein, et dans la chose, peut, à mon avis, ça c'est un peu ce qui m'anime là, hein, ce qui m'habite, au regard du langage, quelque chose peut à un certain moment faire entendre.
quoi? Je dis que ce n'est pas un objet. Alors c'est quoi? Quelque chose peut être la cause de ce qui peut souiller, jouir, Losgevin tout à l'heure, de ce qui peut souiller, et de par la pratique qui est la mienne, parce que je me base uniquement sur la mienne, puisque jamais personne ne parle de ça, hein, les grands chanteurs ne parlent pas de ça. Hein. Ce qu'on leur demande, c'est de chanter, c'est tout, rien d'autre. Hein. Moi, je suis un peu plus tordu parce que je viens du discours analytique beaucoup plus. Eux, ils ne viennent pas du discours analytique, ils viennent d'ailleurs. Hein. Bon. Eh bien, quelque chose peut souillir, et ça souille notamment dans le brillant de la voix. Je pense que c'est dans le brillant. La preuve, on a une preuve à contrario. C'est-à-dire que la preuve, c'est le fait que si on n'a pas une certaine technique vocale importante, adaptée, c'est quoi la technique vocale? C'est, je ne vais pas dire ce que c'est, hein, c'est accéder, comme quelqu'un qui fait du sport, à une certaine technique, par exemple, un perchiste, par exemple, en athlétisme, on voudra, par exemple, en gymnastique, par exemple, même en danse, mais la danse, c'est la différence entre la gymnastique et la danse, même une différence. Hein. C'est que, au-delà de la technique, qui fait qu'on lève un bras d'une certaine manière, etc., voilà. Dans le chant lyrique, c'est évidemment la respiration, c'est tout ça, c'est les abdominaux, c'est tout ce qu'on voudra, c'est le thorax qui fonctionne d'une certaine manière, évidemment, c'est l'ouverture de la bouche d'une certaine façon à certains moments, pour certaines voyelles, hein. C'est les lèvres qui sont d'une certaine manière, comme quelqu'un qui joue du piano, je veux dire, ça ne se fait pas n'importe comment. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle une certaine jouissance qu'on peut rapprocher de ce que Lacan a nommé, il a différencié deux types de jouissance, la jouissance phallique, et c'est pas, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans cet organe particulier qui serait l'apanage des hommes, c'est pas, même si c'est référencé à ça. Hein. Cette jouissance phallique, c'est quelque chose qui peut se penser, se comprendre et s'apprendre. C'est ça la jouissance phallique. Mais il y a une autre jouissance que recouvre la jouissance phallique, qui est celle liée au langage, et qui peut tout à coup, parfois, être portée par l'être parlant, et à mon avis, par le corps de l'être parlant. Mais à ce moment-là, le corps n'est plus réduit au corps anatomique. Qu'est-ce que c'est que le corps? C'est une grande question. C'est une grande question à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que le corps? C'est justement ce qui se jouit. C'est plus le corps tel que la médecine le décrit. Donc je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui, sur cette question du fait qu'il y a un corps. Et que ce n'est pas le corps, c'est un corps particulier, comme une femme. Hein. Il y a un corps particulier, et c'est ce corps-là, hein, qui lui ne pourra jamais advenir comme un cadavre. Jamais. Jamais. Le corps qui périt, qui pourrit, ça c'est le corps de la médecine, c'est le corps anatomique. Mais le corps là, celui dont on parle, c'est-à-dire le corps du symbolique et du réel, hein, le corps du langage, on pourrait dire, qui nous a habités, ça ne peut pas disparaître un jour comme le cadavre. Je crois que c'est ce que je ne connais pas très bien l'anglais, mais c'est ce qu'on appelle corpse en anglais, hein, différencié du body notamment, qui est autre chose. Hein. Et souvent on trouve ces différences-là, ces références-là différentes dans les langues. Hein. Il y a donc un corps particulier dont il ne faut pas demander à la science de prendre en compte la valeur, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Il ne faut pas demander à la médecine de le prendre en compte, parce que la médecine n'est pas du tout basée là-dessus. La médecine, elle part des lumières, hein. Elle part tout ce qu'elle va trouver, c'est tout à fait intéressant. Hein. Elle parle des lumières, elle parle du 17e, hein, tout ça. Hein. Donc, elle parle. C'est pour ça que je suis assez content de partir avec Dante, là, d'avant du Moyen-Âge. Hein. Donc, vous savez, la Divine Comédie, c'est au début du 14e, hein,
1307, on ne sait pas trop, 1307, 1321, voilà, à peu près. Voilà. Et donc, il y a un corps qui fait de nous, non pas des hermaphrodites ou des je sais pas quoi, des bisexuels, hein. On a une part masculine et une part féminine, tous, mais en référence au langage. Et c'est l'importance de cette part féminine, c'est une femme dont on peut en quelque sorte se rapprocher avec Lacan quand il en parle, c'est cette part féminine qui l'importe de pouvoir un jour permettre l'apparition, quelque sorte, l'apparition, parce qu'elle est en général bridée, masquée, c'est pas du tout la parité, l'apparition. Je ne parle pas du tout de ça. Hein. Et c'est cette part-là particulière dont le paradoxe, alors c'est ça qui nous approche de l'inconscient, dont le paradoxe, c'est que cette part féminine, eh bien, d'une certaine manière, parce que oui, tout est paradoxal, hein, dès qu'on sort des elle est plus étrangère à la femme qu'à l'homme. Vous voyez que les mots en eux-mêmes perdent tout leur sens. C'est-à-dire que la femme en est beaucoup moins gênée que l'homme. L'homme, il a scoltiné ce truc-là, cette part féminine, qui vient, en quelque sorte, qui peut l'arracher, qui peut aérer un peu son rapport à la jouissance, pas au sens du plaisir, hein, autre chose, hein. Alors que la femme, elle y est d'emblée beaucoup plus proche. Alors, est-ce que ça veut dire, comme ça a été lâché à un moment, que ce qu'on appelle les femmes sont plus proches de l'inconscient? Je crois que ça ne veut rien dire du tout, ça, parce que c'est pas de ça dont je parle pas d'un côté des hommes et de l'autre côté des femmes, hein, c'est pas du tout ça dont je parle. Hein. Je parle de cet être déchiré, mais aussi c'est ce qui fait sa valeur, entre la part masculine et la part féminine, qui est tout être parlant. Voilà, je vous remercie pour ce soir.